Je m'appelle Timo Demer, je suis interne en deuxième semestre de l'anesthésie-réanimation et je vais vous parler de la gestion de l'anémie non transfusée en réanimation. Tu es où? À Bercy. Merci. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un cas clinique rapidement. Monsieur qui a 36 ans, il n'a pas d'antécédent. Il est victime d'un AVP à haute cinétique et il est éjecté à plus de 20 mètres. Au bilan décisionnel, il y a plusieurs fractures non vitales et une contusion d'organes profonds. Il passe au bloc, il osteosynthèse ses fractures périphériques. Il est ensuite transféré en réanimation pour la suite de prise en charge. Il est stable, il a une bonne évolution. On gère l'analgésie avec une péridurale et on le gère et on surveille pendant 5 jours. On fait un bilan biologique avec une anémie normocytaire qui est isolé avec une régénération et un bilan férique qui est réalisé selon les recommandations et qui trouve qu'il n'y a pas de carence partielle. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le transfusez, vous lui faites du B9, B12, de l'EPO, du fer, ou rien, il est jeune, ça va revenir? Est-ce que quelqu'un se prononce? Pas compris. Rien du tout. Merci, il faut rien. D'après les recommandations, on ne le transfuse pas, on peut lui faire du B9, B12, il faut faire de l'EPO et le faire seulement s'il y a une carence martiale. Ici, il n'y en a pas, d'après le bilan. Et il ne faut pas ne rien faire. Ça, c'est les dernières recommandations qui datent de 2019 par la SPA et la SARF. La question, c'est pourquoi on a un seuil maintenant à 7 au lieu de 9. Il y a une étude qui est sortie qui a comparé une stratégie restrictive à une stratégie libérale. On transfusait à partir de 9 voire 10 des patients. On a découvert qu'en faisant une restriction, on baissait le nombre de transfusions de plus de 40% sans toucher à la mortalité. Donc on a diminué le nombre de patients transfusés. Et en même temps, on a comparé dans plusieurs études que ces patients qui étaient dans la zone des 7 et 9, ça représente quand même plus d'un quart des patients en réanimation pour des traumas. Et ces patients-là, c'est des patients à risque qui vont, au cours de l'hospitalisation, soit se stabiliser dans ce groupe de 7-9, soit s'aggraver au contraire et passer en dessous du seuil de 7, où là, on les transfusera, mais pas avant. Et alors, un peu d'épidémiologie sur l'anémie. Est-ce que c'est grave? Il y a 20% de la population générale qui est anémique. On n'est pas tous en train de mourir. C'est pas si grave, forcément. Mais en réanimation, notamment en traumatologie, il y a au moins 2 tiers des patients qui sont anémiques. Et quand on compare à la sortie, on voit aussi qu'en sortie de réanimation, ces patients-là, ils restent anémiques sur le long cours. Jusqu'à 1 an, il y a encore 25% des patients qui restent anémiques dans le seuil de 7 à 9, justement. Et quand on compare en fonction des différents seuils, donc entre 12, 10, 8 et en dessous de 8, on considère que pendant 1 an, ces patients ils vont être au moins autant anémiques, sans différence significative, comme je vous l'ai indiqué avant. Donc est-ce qu'il y a un intérêt justement à traiter ces patients anémiques? Dans une grosse méta-analyse qui est sortie en 2021, on a montré qu'il y a une hausse de 36% de la mortalité pendant l'hospitalisation, tout cause confondu. Il y a aussi une augmentation de la mortalité à 1 an des patients, une fois qu'on a confondu toutes les causes, avec aussi 35% d'augmentation de la mortalité pour les patients avec une anémie inférieure à 10 grammes par litre. Et quand on regarde ces patients à trauma, notamment chez les patients traumatiques, on voit qu'il y a une diminution de la force, une diminution du périmètre de marche et un retentissement sur la capacité fonctionnelle jusqu'à 3 mois après, en lien avec justement cette anémie inférieure à 10 grammes. Donc on voit qu'il y a un effet seuil notamment sur la mortalité. Plus on est anémique, et plus c'est grave, et on risque de mourir. Mais en même temps, si on intervient justement sur cette anémie, on voit qu'on peut baisser pour 1 gramme de plus à 1 mois d'hospitalisation. On peut diminuer et la réadmission à l'hôpital et la mort de plus de 18%. Donc ça peut avoir un bénéfice à traiter. Et de plus, on a vu que justement, ici, il pouvait s'aggraver. Et plus on s'aggrave, plus il y a de risque d'être transfusé. Et la transfusion, c'est un risque, c'est un facteur de risque de mortalité. Ici, bon, il y a un log de 4. Mais dans les études, c'est plutôt une augmentation de mortalité à 38% en moyenne chez les patients transfusés versus les patients non transfusés. Et quand on compare le fait de ne pas transfuser et de ne pas agir sur cette anémie, justement, on a une augmentation de la mortalité qui est significative, alors que modifié de 1 gramme seulement, c'est l'intervention qui est réalisée dans ce diagramme de survie, on voit qu'il y a une augmentation qui est significative de la survie à la distance à 1 an. Donc, maintenant, on va regarder plutôt les étiologies possibles de l'anémie en réanimation. Il y a déjà l'hémorragie active, qui est la cause principale. Il y a l'hiatrogénie avec la chirurgie, les prélèvements qu'on réalise au quotidien avec les prises de sang. Il y a aussi l'hémodilution, parce qu'on les remplit, parce que c'est. Il y a les carences vitaminiques, martiales. Et il y a aussi et surtout l'inflammation systémique. Et il y a d'autres causes qui sont plus rares et moins décrites.
Donc quand on fait le point sur l'anémie, il y a la physiopathologie classique où on est anémique, on augmente le PO. Le PO s'est produit dans le rein, ça augmente l'érythrophérone, qui diminue l'epsilon, du coup on augmente son stock de fer, et le fer ça permet de refaire du sang, et ça inhibe à lui tout seul le PO. Sauf que dans l'anémie de l'hémorragie et de la traumatologie, c'est un peu plus compliqué. En temps normal, quand on administre de l'EPO, ça augmente l'hémoglobine via l'augmentation du bilan martial, et ici c'est représenté. On peut voir que l'hepsidine diminue, ce qui permet de diminuer la ferritine. La ferritine, c'est le stock intracellulaire, et c'est corrélé à l'ERFE, qui est l'érythrophérone, qui permet d'augmenter le stock extracellulaire et qui est disponible pour la globule rouge, ce qui permet d'augmenter justement l'hémoglobine. Donc si on revient sur l'axe qui est l'axe principal pour la gestion de l'anémie, c'est l'axe ferroportine, hepcidine et ERFE, qui est géré notamment par l'hepcidine, qui est l'enzyme clé, qui est produite au niveau du foie et qui est inhibée par l'inflammation et augmentée par l'anémie. Et si on regarde un peu plus proche, on voit que l'érythrophérone, qui est la petite enzyme dont je vous ai parlé, inhibe de manière transcriptionnelle justement un gène de l'HAMP, qui est le gène qui produit l'hepcidine. Donc il y a une corrélation inverse entre ces deux molécules, ça seulement dans des temps physiologiques. Là, je vous rappelle juste l'hématopoïèse, qui est l'origine, ça part toutes les cellules sous-schématopélétiques, en fonction des différents facteurs qui arrivent dans le sang. Il y a une différenciation vers les différentes lignées cellulaires. Donc, quand on regarde les patients de traumatologie, ici, dans toutes les études que je vais vous présenter, ils comparent systématiquement des patients en contrôle. Les hyperplacements, c'est juste pour parler des patients qui sont anémiques et qui n'ont pas d'inflammation au décours, et des patients de traumatologie où on considère qu'ils ont une grosse inflammation, et c'est ces patients-là qui vont nous intéresser. Dans les études qui sont comparées, on constate systématiquement une différence d'hémoglobine. Il y a au moins 3 grammes de différence entre les patients de chirurgie traumatique et de chirurgie programmée. Et corrélé à ça, une hausse de l'EPO qui montre justement qu'il y a une demande qui est plus forte. Et quand on compare à 7 jours, on voit aussi que dans ces études, l'EPO reste systématiquement augmenté. Alors, dans les patients en contrôle, c'est les LCHS que vous voyez ici. L'EPO est diminué parce qu'il y a une régression de l'anémie qui permet de diminuer justement le PO. Dans les différentes études, ensuite, on vérifie ce qui stimule l'anémie, c'est l'hypoxie tissulaire dans le niveau du rein, et qui est corrélé au facteur on dit H1, qui est les facteurs d'hypoxie. Et on voit qu'il y a une plus grosse stimulation dans les patients de traumatologie comparé aux patients de chirurgie programmée. Et tout ça, il y a une inflammation qui est plus marquée dans les patients de traumatologie, avec de nombreux facteurs qu'on peut retrouver dans le sang. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une perturbation de l'homéostasie du bilan du fer qu'on retrouve? Oui, il y en a une, avec une hepcidine qui est augmentée, alors qu'on avait dit que le PO était augmenté. Et à partir de là, le fer diminue et toutes les capacités pour obtenir du fer dans le sang diminuent. On a aussi, par rapport au bilan, on avait un patient qui avait une transférine initialement qui était haute, et malgré ça une carence partielle. Et quand on fait les analyses des patients de traumatologie, on voit justement que leur ferritine est élevée, et donc ça peut masquer une carence partielle juste par l'inflammation. Et quand on compare ensuite la capacité de l'érythrophérone à inhiber le transfert, on voit qu'il y a une augmentation qui est corrélée justement à une baisse de la ferroportine, et ça induit justement une carence martiale restrictive, et ça c'est on a comparé aux patients de chirurgie programmée qui eux n'ont pas de carence martiale restrictive. Quand on compare l'expression de l'EPO, on voit qu'il y a une délocalisation entre J0 et J7 de l'expression des récepteurs à l'EPO dans les patients de chirurgie traumato. Et ça va plutôt être exprimé au niveau des cellules extramédulaires. Alors dans les lignées classiques et contrôle, elles restent au même endroit. Donc il y a une anomalie de localisation de l'expression de l'EPO. Il y a aussi une asymétrie entre la demande et la réaction dans les patients de traumato avec l'inflammation. On constate que l'EPO augmente de manière disproportionnée par rapport à un taux d'EPO dans la moelle qui n'est pas modifié et qui est corrélé justement à une diminution de l'expression des récepteurs à l'EPO au niveau médulaire. Et tout ça, ça a permis de modifier les lignées érythroïdes de l'hématopoïèse avec une diminution des lignées érythroïdes pour une augmentation qu'on constate ici dans les lignées granulocytaires. Tout ça pour permettre la réparation tissulaire. Et c'est ce qu'on constate ici, les cellules GSCSF, CSF, CFCL2, c'est des cellules qui vont faire la réparation tissulaire des patients de traumato et qui vont permettre une optimisation des soins, mais au défaut des lignées érythroïdes et qui vont aggraver au contraire l'anémie.
Donc ici, c'est le nouveau schéma pour l'anémie, qui est l'anémie persistante en réanimation, avec en prenant en compte toutes les cytokines pro-inflammatoires qui sont stimulées à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de la prise en charge et qui perturbent complètement l'homéostasie de l'anémie. Ici, c'est la même chose. On voit qu'en traumato, les causes d'anémie, c'est l'hémorragie, l'hémolyse qui peut se produire et aussi une réaction immune avec différents facteurs qui ni l'équation des signaux cellulaires, ainsi qu'une action indirecte qui perturbe l'homéostasie du fer. Et dans ces études, quand on comparait entre les deux, ils notaient aussi une différence au niveau de la stimulation neuroendocrine avec des perturbations et une élévation de la noréphrédrine, donc de la noradrénaline endogène, ainsi que des corticoïdes. Et quand ils ont comparé ça dans les cellules, ils ont constaté qu'il y avait un effet dose. Plus la dose augmentait et plus les cellules dans le sang augmentaient. Donc ils se sont dit que la noradrénaline et les corticoïdes, ça peut augmenter l'hématopoïèse dans le sang. Et cependant, quand la dose était trop forte, cette stimulation était délétère. Ils ont vu un effet de seuil à partir duquel la stimulation devenait délétère au niveau de l'inflammation. Et au final, ils ont réussi à pondre ce schéma, qui est globalement ce qui se passe dans l'anémie en réanimation, avec de nombreux facteurs qui sont corrélés ensemble et qui réalisent des dysrégulations multiples au niveau médulaire, au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau même de la réparation tissulaire. Tout ça, ça perturbe l'anémie et c'est ce qu'on constate dans les élèves en évaluation anémique en réanimation. Donc la question maintenant, c'est la question des traitements. On va commencer par le fer, qui est la première cause, parce que la carence martiale, c'est 10 à 20% des patients, et en réanimation, c'est jusqu'à 60% des patients qui peuvent avoir une carence martiale dès la prise en charge initiale, et ça cause jusqu'à 50% des anémies dans le monde, c'est la première cause de maladie dans le monde. Quand on supplémente juste en fer, péros ou IV, dans toutes les analyses qui sont décrites, il n'y a aucun bénéfice, que ce soit sur le nombre de transfusions, que ce soit sur la mortalité ou la concentration d'hémoglobine avec de 10 jours d'hospitalisation. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire du fer. Toutefois, il y avait des événements indésirables qui étaient décriés dans le fer IV ou dans le fer péros. Et quand on fait les méta-analyses, on ne trouve aucune différence significative, que ce soit les infections, les bactériémies, ou alors les réactions anaphylactiques qui pourtant étaient décrites. Et dans les 2 dernières récentes méta-analyses, on voit qu'il y a une augmentation de 0,5 g maximum d'hémoglobine sans modification des transfusions. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est important d'augmenter l'hémoglobine de 0,5 dans le sang de nos patients anémiques? Il n'y a pas de réponse pour le moment et les études ne sont pas en faveur de ça. L'autre question qui se pose, c'est les carences martiales actuellement dans les études cliniques sont diagnostiquées notamment via la ferritine, et on a vu que la ferritine était perturbée dans les bilans de l'anémie inflammatoire. Donc est-ce qu'on ne se trompe pas justement de cible pour diagnostiquer les carences martiales, et avec notamment un faux positif lié aux cytokines pro-inflammatoires qui augmentent la ferritine. Et une autre molécule qui est augmentée, je vous avais parlé de l'hepcidine, qui est justement la molécule régulatrice du fer dans le sang. Et avec un seuil à partir de 19, c'est plutôt 20 dans les études, on augmente le diagnostic de 200% de carence martiale dans ces anémies justement qui étaient purement inflammatoires en réanimation. Et on arrive à démasquer jusqu'à 1/3 de plus d'anémie grâce à l'utilisation de l'hepcidine en routine clinique dans les études. Il y a aussi un intérêt, si on utilise l'hepcidine et non la ferritine, il y a une diminution de la mortalité avec une baisse de 40% de mortalité grâce à ça. Il n'y a aucun effet sur l'hémoglobine, par contre, ni sur les critères cliniques en règle générale pour nos patients. Et au total, les recommandations, elles préconisent l'utilisation de 3 méthodes en routine quotidienne, soit l'hepcidine avec un seuil à 20, la ferritine avec un seuil inférieur à 100, ou alors un ratio de transférine sur le lobe de la ferritine supérieur à 0,8. La plus importante, c'est le ratio, qui a la meilleure spécificité et sensibilité. Le deuxième, l'hepcidine, la ferritine, qui a une sensibilité à 60%, et 4 fois moins inférieure que l'hepcidine. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième traitement qu'on a vu, c'est l'EPO, qui agit au niveau de l'hématopoïèse. Quand on utilise l'EPO, ça stimule l'érythropoïèse, et ici, on voit que l'hémoglobine augmente, je vous l'avais montré au début. Ça modifie aussi le bilan martial. Et quand on compare les faibles doses à fortes doses, le groupe A c'était des faibles doses d'EPO, et les groupes B des fortes doses, c'était à peu près 40 000 unités, c'est ce qu'on utilise en pratique courante. Et chez ces patients-là, il y avait une relation dose-effet, la faible dose augmente, mais significativement moins que les fortes doses à 28 jours d'hospitalisation.
Il y a aussi un effet sur les transfusions. Il y a une baisse de la transfusion entre le groupe contrôle et les différentes doses qu'on utilise chez nos patients. Et il y a une baisse de la mortalité significative de 20%. Il y a plusieurs problèmes qui se posent, notamment chez le traumatisé, où ce bénéfice est encore plus important comparé aux patients qui étaient avant. Et pour 1000 patients qu'on traite avec le PO, on en sauve 45 dans les études. Mais il n'y a aucun lien avec les types de PO. Il y a plusieurs molécules de PO qui sont disponibles sur le marché. Et il n'y a aucune différence entre ces différentes molécules. Et il n'y a pas de différence entre les différents seuils d'anémie qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a plusieurs hypothèses. Il y a deux hypothèses principales, notamment pour le bénéfice de l'EPO. Soit si on a vu qu'il y avait une différence de localisation des récepteurs de l'EPO. Et ça pourrait avoir un rôle, notamment sur la protection neuronale et anti-inflammatoire et au niveau du rein. Et la deuxième hypothèse, c'est comme on baisse le nombre de transfusions, qu'on voit ici, si on utilise le PO, on baisse à peu près de 20% les transfusions. Si on baisse les transfusions, comme les transfusions, ça risque de mortalité, ça pourrait agir juste par ce biais-là. Donc il y a ces deux idées qui sont décriées. Et dans les études de sécurité réalisées sur le PO, on constate qu'il n'y a aucun événement indésirable qui n'est significatif en utilisant le PO. Il n'y a notamment pas de maladie thromboembolique veineuse. Les seuls qui étaient décrits, c'est plutôt chez des patients avec l'indication formelle, donc des patients plutôt d'oncologie, des patients qui ont des myélodysplasies. Mais chez les patients de traumatologie avec une inflammation, il n'y a aucune différence significative. Il n'y a pas non plus d'infarctus en analyse d'écho. Et même si on associe avec du fer, le fer qui était aussi décrié pour réaliser des réactions inflammatoires, il n'y a pas de différence entre le PO plus fer que le sang. Tout ça, il y a quand même quelques limites à l'utilisation de l'EPO. Il faut 3 à 4 jours comparé à la transfusion où l'effet est immédiat. Il y a une résistance à l'EPO qui est liée à l'inflammation et à une dysrégulation du fer qu'on a trouvé. Il faut des doses très fortes, c'est 40 000 unités par jour, toutes les semaines. C'est beaucoup plus fort que dans les indications formelles. Et surtout, il n'y a pas d'AML, on utilise ça en pratique. C'est que des données extrapolées et il n'y a aucune preuve de fort niveau de risque. Donc les recommandations actuellement, c'est 40 000 unités soit en sous-cute, soit en IV. On rajoute toujours une supplémentation martiale et on débute à 7 grammes et on s'arrête à 10 grammes. Et généralement, il faut 1 à 2 doses maximum pour corriger le seuil d'hémoglobine. Maintenant, je vais vous parler d'une autre molécule, c'est la vitamine D. Pourquoi la vitamine D? Comme la carence martiale, il y a 20% de la population qui ont une carence martiale, c'est plus d'1 milliard de personnes. Et quand on regarde l'action de la vitamine D, c'est une action qui inhibe la transcription justement de plusieurs molécules des cytokines inflammatoires, et ça inhibe aussi au niveau de l'hepcidine qui est corrélée à l'homéostasie du fer et qui est perturbée dans les anémies inflammatoires. Quand on regarde la distribution de l'AMP et des effets sur la vitamine D, on voit qu'il y a une baisse de l'HAMP qui donc témoigne d'une baisse de l'hepcidine. Et donc, une baisse de l'hepcidine n'est pas corrélée justement à une modification de la ferropartine qui permettrait justement l'optimisation de la biodisponibilité du fer et donc une augmentation de l'hémoglobine par baisse de l'hepcidine. Quand on regarde aussi, la vitamine D, elle est corrélée de manière linéaire avec l'hémoglobine, avec l'hepcidine et avec le PO dans les études cliniques. Et donc, on pourrait se dire que c'est un cofacteur justement de cette perturbation hématopoïétique et qu'elle a un rôle direct justement sur l'anémie. Et donc, quand on rajoute à notre bilan d'anémie réfractaire, on voit que si on a une vitamine D qui est non perturbée, on peut diminuer le cytokine pro-inflammatoire et restaurer un cycle d'homéostasie qui est normal et non perturbé, et donc inhiber comme ça l'anémie réfractaire en réanimation. Donc il y a plusieurs modes d'action. La première, c'est on augmente la dose de vitamine D, on voit que l'hepcidine elle baisse. Donc il y a une action directe par inhibition de l'hepcidine. Et aussi, quand on regarde chez des patients sains, là cette fois, et donc on voit qu'il n'y a pas de différence au niveau des interleukines, il y a quand même une différence au niveau de l'hepcidine, et donc il y aurait une action sur l'hepcidine en dehors de notre contexte d'anémie réfractaire. On voit aussi qu'en augmentant la vitamine D, chez des patients sains, là toujours, l'hémoglobine elle monte de manière significative, en à peu près 1 gramme sur 1 mois. Et quand on regarde maintenant l'effet avec le PO, la première case c'est le contrôle, la deuxième case c'est juste la vitamine D, on voit qu'il y a une augmentation de l'hémoglobine. Le PO seul a montré encore plus d'effet que la vitamine D, et les deux associés, il y a une synergie et justement une augmentation de la prolifération cellulaire. Et tout ça, quand on regarde par contre l'expression des récepteurs de l'EPO au niveau médulaire, on peut voir que la vitamine D augmente justement les récepteurs de l'EPO au niveau médulaire, alors que l'EPO seul n'a pas de différence significative.
et on constate toujours cet effet d'augmentation au niveau de la vitamine D. Quand on regarde maintenant l'action de la vitamine D à forte dose, on voit qu'il y a un effet seuil. Plus on augmente la dose de vitamine D, là c'est 500 000 unités versus 250 000 versus placebo, on voit que les seules différences significatives, c'est à partir de 10 jours, et c'est au niveau de l'hémoglobine pour 500 000 unités. Et donc, c'est corrélé justement à une baisse de l'hepcidine, et on peut se dire que l'action de la vitamine D est uniquement sur l'hepcidine. Et par contre, dans ces études-là, il n'y a pas de différence de transfusion, c'est seulement sur le chiffre d'hémoglobine. Et maintenant, je vais vous passer au dernier des traitements qui est actuellement recherché, c'est les bêta-bloquants et la clonidine. Pourquoi ces deux-là? Parce que quand on avait dosé la noradrénaline et les corticoïdes, on avait vu qu'il y avait une augmentation de manière significative avec un rétrocontrôle. Et à faible dose, il y a une augmentation de la prolifération, mais à forte dose, il y a une baisse des proliférations au niveau cellulaire. Et quand on regarde ça, ça peut s'expliquer. C'est corrélé à une modulation par les noradrénalines et les corticoïdes au niveau des cellulaires et une perturbation de l'hématopoïèse avec justement une orientation de l'hématopoïèse vers la réparation cellulaire et non vers l'érythropoïèse. Quand on regarde maintenant à nouveau cet effet seuil avec une augmentation de la noradrénaline, on voit qu'à partir d'un certain niveau, ça baisse. Or, quand on va commencer à ajouter une inhibition sympathique qui est corrélée à droite, avec le 6-OHDE qui montre une inhibition sympathique, on voit qu'il y a un déplacement de ce seuil justement vers la droite. Et donc, il y aurait une cible à trouver dans cet endroit-là. On pourrait décaler un petit peu le seuil pour justement inhiber cette anémie par décalage du seuil. Et quand on utilise justement ces molécules qui vont agir sur le récepteur adrénergique, notamment le propranolol et la clonidine, on voit qu'il y a un effet significatif sur la migration cellulaire qui est témoigné par les HMG-B1. Il y a aussi un réagencement des lignées cellulaires. Le SCF, c'est un marqueur dans les lignées médulaires. Et on voit qu'il y a un retour de l'hématopoïèse au niveau médulaire, contrairement au trauma isolé. Et il y a une activation. Le BICLXL, c'est un activateur de l'érythropoïèse. On voit qu'il y a une activation significative par le propranolol et la clonidine, qui est corrélée à une augmentation de l'hémoglobine. Donc tout ça, quand on regarde le bilan martial après utilisation justement de bêta-bloquants, on voit qu'il y a un retour du cycle martial qui est normal, avec une hepcidine qui est à nouveau non perturbée. Et quand on utilise justement ces molécules, il y a une seule étude clinique qui a été réalisée jusqu'à présent pour l'instant, c'est l'utilisation de bêta-bloquants et la clonidine. Quand on utilise ces molécules-là, on voit qu'il y a une baisse justement de l'anémie avec une augmentation de l'hémoglobine à partir de 10 jours d'hospitalisation. Et il y a un retentissement uniquement sur l'hémoglobine, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de modification au niveau transfusionnel. Et donc, ils ont aussi constaté que chez les personnes âgées, il y avait une majoration du bénéfice à utiliser des bêta-bloquants et la clonidine, qui était déjà découvert dans la littérature chez les patients plutôt âgés qui utilisaient des bêta-bloquants. Et ça pourrait corréler justement à une augmentation de la noradrénaline et des corticoïdes chez les personnes âgées. Et tout ça, quand on compare l'effet du propranolol à un effet contrôle, on voit qu'il y a une baisse de la granulopoïèse, donc qui témoigne justement d'un retour à l'homéostasie normale, une baisse de la réparation tissulaire. On pourrait se dire que du coup ces patients sont moins bien soignés et ont des blessures qui mettent plus de temps à guérir, mais dans les études il n'y a pas de différence significative. Il y a aussi, quand on constate à J14 et à la sortie de l'hospitalisation, il y a une amélioration significative de la formule sanguine, avec en moyenne 1 gramme de différence entre le patient traité et le patient non traité. Et enfin, on met quand même des bêta-bloquants chez des patients de traumatologie pour dire que c'est grave et qu'ils vont nous faire des bradycardies extrêmes. En fait, il n'y a aucune différence significative entre les patients sous propranolol et sous contrôle. Ça, c'est la seule étude avec le propranolol qui a été réalisée chez des patients en traumatologie. Il n'y a aucune différence significative. Et maintenant, je vous propose juste, pour conclure, un schéma possible de gestion de l'anémie en post-traumatologie. On voit que quand on est en dessous de 7, il faut mettre un culot et après réévaluer l'indication de transfusion pour essayer de diminuer la mortalité liée à la transfusion. Quand on est entre 7 et 10, à gauche, c'est ce qui est recommandé actuellement, c'est un dosage de ferritine et plus ou moins le CST. S'il est inférieur à 100 ou à 300, on traite avec de l'EPO et on rajoute du fer. S'il est supérieur à ces seuils, on traite seulement par EPO. Et dans la littérature, ce qui est en train de ressortir, c'est le dosage de l'hepcidine en pratique courante. Inférieur à 20, on traite avec de l'EPO et du fer. Le supérieur à 20, on traite avec de l'EPO. Et on ne sait pas trop s'il ne faut pas encore traiter ces gens-là avec du fer, si jamais il y a encore des carences martiales qui sont démasquées. Et pour tous ces patients, il faut rajouter de la vitamine D à 500 ml/kg
et en plus supplémentaire en BNF de 12, parce qu'il y a aussi des carences chez les patients traumatologues. Pour les patients étudiés, on fait un peu de surveillance.